Je suis un chercheur d'or. Je cherche la beauté qui parfois fait son nid dans le fleuve humain. Je veux battre dans l'homme un record de plongée. Je cherche la fraîcheur de la mer au matin. Pour une once de beauté, un gramme de tendresse, que de tonnes d'infamie il me faut remuer, à tel point que mes mains si riches d'allégresse ont l'air dans le matin de deux ailes brisées. Nous avions appris par cœur ces poèmes. Nous les récitions à nos petites amies, nous les déclamions dans nos réunions de jeunes révolutionnaires, ou nous les disions tout simplement pour nous-mêmes. Héraclite, ça tombe bien. J'avais acheté un pupitre et j'ai écrit debout pendant toutes ces années, que je pensais que le sang circulait mieux quand on était debout pour écrire. Il y a eu d'exemples légendaires. Victor Hugo, je ne veux pas me comparer à lui, mais Victor Hugo écrivait debout. Hemingway écrivait debout. C'est une posture éthique aussi vis-à-vis de la vie, d'être un homme debout. On va passer dans le centre comme ça. Tu es là, dans cette ville, depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans, 25 ans presque. Je suis très connu, très aimé. Je ne peux pas me plaindre. Une bonne petite ville, j'ai fait un bon choix. Ça ne te coupe pas un peu de Paris, du reste du monde littéraire, non? Ah non, je suis en contact avec tout le monde, n'est-ce pas? Les gens viennent me voir. Non, j'avais bien fait de prendre la distance. À Lézignan-Corbière, une petite ville du sud de la France, vit René de Pestre, un des plus célèbres poètes d'Haïti. À 88 ans, il continue à écrire et à parler de l'amour. La femme aura été un facteur, un stimulant pour moi. Il m'est échu d'être ce poète héritier d'Arthur Rimbaud et des trésors d'Apollinaire. Hirondelle au parcours piqué de cauchemars, j'invite les femmes à l'aube de mes temps meilleurs. Je convoie leur orgasme à des fêtes solaires. Mes mains sont les outils d'un âge de tendresse qui ne fait pas de quartier aux fils de famille. René de Pestre est né le 29 août 1926 à Jacmel. Je viens d'une famille très aimante, aussi bien du côté paternel que maternel. Malheureusement, mon père a disparu précocement dès 1936. Donc, nous étions 5 enfants. On a été des orphelins, mais très tôt. Et ma mère a dû faire face à des difficultés incroyables pour que nous tous on fasse des études, qu'on arrive même jusqu'au baccalauréat. Ma mère voulait à tout prix que je sois un médecin, puisque mon père était pharmacien. On devrait faire le saut de la pharmacie à l'hôpital. Ô ma mère arc-en-ciel, mon glorieux Pérou, tout l'or de ta santé, ô ma Californie, tu le perdis, tout l'or qui coulait dans ton cœur. Une machine le vola, une machine à coudre, à repriser les accros que la faim tel un clou ne cessait de faire dans la soie de nos jours. Sa mère, Déjanira, couturière par la force des choses, le laisse avec sa grand-mère, dénommée le général Solon, et va travailler à Port-au-Prince. Et on a été divisés parce qu'une partie de ma famille est restée avec ma mère à Port-au-Prince, et moi j'ai été confié à ma grand-mère, qui était une femme plutôt sévère, mais aujourd'hui que j'apprécie parce que elle m'a appris elle m'a transmis des principes d'ordre, de discipline, d'amour du travail, donc je lui suis très reconnaissant. Depuis mon enfance, j'ai toujours été choqué, profondément choqué par les injustices que je voyais en Haïti, très tôt. En 1941, René de Pestre rejoint sa mère à la capitale, où il poursuit ses études secondaires au lycée Pétion. En 1942, il fait la connaissance du poète cubain Nicolas Guillen. Guillen est venu en Haïti en 1942, il est venu à notre lycée, accompagné de Jacques Roumain d'ailleurs. Et en présence de Jacques Roumain et d'autres personnalités, Moussa Kami et autres, il a récité des poèmes. Et moi j'étais peut-être en seconde.
Et ça m'a beaucoup impressionné, la poésie de Nicolas Guillen. En 1943, il rencontre Jacques Roumain, Alejo Carpentier, Wilfredo Lam, puis Aimé Césaire en 1944. Tous ces artistes auront une influence déterminante sur son parcours littéraire et politique. La philosophie grecque de l'époque athénienne, avec Héraclite, Démocrite, Leucippe, Épicure. J'avais été un poète précoce, puisque j'ai écrit mes premiers poèmes à l'âge de 15 ans. À 15 ans, te voici l'amant de ta cousine. Sa beauté est pour toi un fil télégraphique sur lequel tes désirs posent leurs cris d'oiseaux. Avec elle, parfois, tu plonges dans un fleuve qui coule à l'effigie des flammes de son corps. Et en un seul courant se fondent nos délices, qui sont un clair de lune dans la nuit des poissons. Mais ces premiers poèmes, je les ai détruits parce qu'ils étaient trop classiques. Les premiers poèmes que j'ai écrits étaient sous l'influence d'Alfred de Musset, que j'aimais beaucoup, de Baudelaire, de Rimbaud, de Lautréamont, de Victor Hugo naturellement. Ces poèmes étaient rimés, c'était des poèmes néoclassiques. J'ai connu la poésie de Césaire, j'ai découvert la poésie de Nicolas Guillen. Je n'ai imité personne, heureusement pour moi. Ni Césaire, ni Guillen, ni Jacques Roumain, ni Roumer, ni aucun des poètes haïtiens. Il ne sera plus prêtre comme il l'avait sérieusement envisagé. Il a 19 ans quand il publie en 1945 un recueil de poèmes qui fait l'effet d'une bombe incendiaire. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. Les camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'écroule. Je ne viendrai pas noyer ma tristesse dans le flot tumultueux de tes cheveux d'ébène. Une étoile de pourpre luit à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages. Car quel sens donner à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Un après-midi à l'imprimerie de l'État, je me suis présenté carrément et j'ai demandé à voir le directeur de l'imprimerie. Et il a failli se renverser sur son fauteuil quand je lui ai dit « Monsieur le directeur, je vous apporte un manuscrit de poème que je voudrais faire éditer ici. » Il a dit « Mais c'est impossible. Nous sommes une institution gouvernementale. » Il m'a dit « Laissez voir quand même vos travaux. » Et il a commencé, j'ai vu qu'il avait l'intérêt, à mesure qu'il lisait mes poèmes, son intérêt se manifestait. Il avait un secrétaire, une fille qui avait l'air d'être très intelligente. Et il lui passait les poèmes et la fille me regardait presque avec admiration et me dit « Écoutez, faites une souscription. Prenez votre courage à deux mains. Essayez de me trouver 200, 150, 200 $. J'ai pas couru Port-au-Prince comme un fou, enthousiaste, n'est-ce pas? Personne n'a refusé. En moins de 15 jours, j'avais 200 $. Je suis revenu en force à l'imprimerie de l'État. Il était étonné déjà. J'ai dit oui. Ah, il m'a dit, jeune homme, vous irez loin. Mes amis et moi, on se demandait, qu'allions-nous faire de la jeune renommée que j'avais? Il faut que ça soit utile quand même au pays et à notre génération. Et c'est ainsi qu'on a décidé de faire un journal qui s'appellerait La Ruche. Il fonde avec Théodore Becker, Jacques-Stéphane Alexis, Gérald Bloncourt, Gérard Chenet, l'Aurore Saint-Just, Kessner Clermont, la revue de la jeunesse révolutionnaire, La Ruche, dont il est le rédacteur en chef. À l'époque, la jeunesse haïtienne était très divisée. Il y avait une espèce de jeunesse dorée en Haïti qui habitait Pétionville, les quartiers chics à l'époque, le Bois-Vernal, etc. Et puis il y avait la jeunesse populaire, des gens qui fréquentaient le lycée Pétion. À l'époque, les jeunes avaient des cercles aristocratiques, entre guillemets, intrépides clubs,
Bellevue, le cercle Port-au-Prince, ça c'est la jeunesse dorée qui fréquentait ces cercles. Et nous, on avait nos associations, nos bals populaires, nous vivons très, très intensément, on a vécu ces années 40. Le gouvernement d'Élie Lescaut fait saisir le numéro de La Ruche, consacré au grand poète surréaliste André Breton, en visite à Port-au-Prince. Et puis ça a coïncidé avec la présence de Césaire qui était venu en Haïti. Le 5 janvier 1946, René de Pestre et Théodore Becker sont emprisonnés. Du 7 au 11 janvier, on assiste à une véritable insurrection populaire appelée les 5 Glorieuses, qui aboutit à la chute de Lescaut. Au point que le lendemain, je voulais aller à Jacmel. Et j'ai dit aux militaires, ils m'ont dit, c'est bien simple, nous allons mettre un avion à votre disposition. J'ai fait le voyage de Port-au-Prince à Jacmel dans un petit avion. J'étais le seul passager, n'est-ce pas, avec mon pilote. On a été à Jacmel. J'ai fait un tas de révocations à Jacmel, sur place. Je prenais des mesures révolutionnaires. Personnellement, à Jacmel, j'ai révoqué le directeur du lycée, j'ai révoqué le magistrat communal, j'ai révoqué toutes les mauvaises têtes de la ville dans une journée, et je suis rentré à Port-au-Prince. C'est-à-dire, il y a eu une période du 11 au 15 janvier où il y a eu un flottement, où il n'y avait pas de gouvernement en place, qu'il y avait un comité exécutif militaire avec Lavaux, Levelt, Magloire, et puis nous, on était un pouvoir occulte, juvénile, mais on n'avait pas vraiment le sentiment d'être les maîtres de la situation. André Breton, Pierre Mabille, représentant de la France au libre du général de Gaulle et fondateur de l'Institut français d'Haïti, ainsi que Gérald Bloncourt, sont expulsés du pays. Une junte militaire prend le pouvoir. En cette même année 1946, René de Pestre publie son deuxième recueil de poèmes, Gerbe de sang, qu'il a commencé à écrire en prison. Sur la couche en béton, ma fatigue s'écoule. La nuit est lourde de fausses rumeurs. La prison dans la nuit vibre de mes 20 ans. Les clés, en fait, ouvrent des verrous de légende. Je songe au premier orgasme de ma bien-aimée pour que la prison soit un lieu d'espérance. Je bande pour un foufounet qui a juste 16 ans. L'un de ses poèmes, Face à la nuit, sur l'exploitation des enfants en domesticité, est appris par cœur par toute la jeunesse progressiste du pays. Et parce qu'elle était née sur la grande route dans les bras du soleil, et parce qu'elle avait grandi autour de la chaumière perchée sur la colline, et parce qu'elle avait grandi autour des lots de pin plantés de pois Congo, et parce qu'elle avait étendu son royaume de sentier en sentier, de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville de Jacmel, bafouée, trahie jour et nuit, avilie, abandonnée à la rue. Elle est morte un samedi soir de son métier sans envers ni endroit, de ce métier qui emporte la vie comme la mer emporte le sable. Du Marseille estimé est intronisé le 16 août 1946. Pour se débarrasser de René de Pestre, le nouveau pouvoir lui accorde une bourse d'études en France, où il va rejoindre Jacques-Stéphane Alexis et Gérald Bloncourt. Naturellement, après l'élection d'Estimé à la présidence, on a eu de gros ennuis. La Ruche n'a pas pu sortir. On nous a interdit d'éditer le journal à l'imprimerie de l'État. Ils ont repris les choses en main. Peu à peu, ils nous ont écartés, ils nous ont marginalisés, ils nous ont discrédités, jusqu'à provoquer notre départ d'Haïti. Et quant à ma mère, je pense que, elle est morte dans les années 60. Ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai pas pu assister à ses funérailles. Je n'avais pas de visa de retour en Haïti. Et elle n'a pas travaillé en vain. Une machine s'ingère dans un foyer nègre, arabe, indien, malais, chinois, anami, ou dans n'importe quelle maison sans boussole du tiers-monde. C'était le dieu Lard qui raccommodait les mauvais jours de notre enfance. Sous nos toits, son aiguille tendait des pièges fantastiques à la faim. Son aiguille défiait la soif. La machine singère domptait des tigres.
La machine singère charmait des serpents. Mais ce qui est important en ce qui concerne ma mère, la fille de ma sœur cadette Luce a été nommée gouverneur général du Canada. Et donc, appartient à la première génération de notre famille qui a émigré au Canada. Depestre est accueilli en France par Aimé Césaire, qui fait le déplacement jusqu'à la gare. Césaire écrira de Depestre. Ce qui me paraît appartenir à Depestre le plus précieusement, c'est ce bonheur presque infaillible avec lequel il opère l'intégration de l'événement le plus actuel, le plus immédiat dans le monde poétique le plus authentique. Cette facilité de brasser l'aventure humaine, cette facilité à la faire ruisseler en images et fuser en chant. René entame des études de médecine comme le voulait son père. Il les abandonne très vite pour se tourner vers les lettres et les sciences politiques. Il fréquente les figures mythiques de la gauche française et internationale. On avait des fréquentations remarquables et Césaire m'a présenté partout. Il a commencé par m'amener au Parti communiste français. C'est Césaire qui m'a inscrit au Parti communiste français. Je me suis dit, si Césaire est membre du parti, ma place doit être là aussi. D'autant plus que j'avais des sentiments libertaires, que je tenais de la ruche et un homme de contestation. Trouver un parti communiste à l'époque qui était très influent en France, n'est-ce pas? Mais c'était naturel. On a fréquenté Breton, qu'on a retrouvé. Et de Breton, on a fréquenté Tristan Tzara, on a fréquenté Claude Roy. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu Aragon, j'ai connu Éluard, j'ai connu Camus, Sartre. On a fréquenté Alexis et moi la crème de l'intelligentsia française de l'après-guerre, tout en étant l'étudiant. Le 19 juillet 1949, il épouse Édith Bombas, dite Édith Sorel ou Dito. Mon avenir sur ton visage est dessiné comme des nervures sur une feuille. Ta bouche, quand tu ris, est ciselée dans l'épaisseur d'une flamme. La douceur luit dans tes yeux comme une goutte d'eau dans la fourrure d'une vivante sibylline. La houle ensemence ton corps, et telle une cloche, ta frénésie à toute volée résonne à travers mon sang. En 1950, je suis devenu une sorte de leader étudiant à Paris, avec les étudiants d'outre-mer. Je me suis fait des amis parmi les Indochinois, parmi les Vietnamiens, donc, les Marocains, les Algériens, les gens d'Amérique du Sud, les Antillais, n'est-ce pas? Et je me suis trouvé à la tête d'un mouvement étudiant aussi, à Paris même, et ça a attiré l'attention de la police française. Alors la police m'a convoqué une fois pour me dire que je n'étais pas français, qu'ils avaient des renseignements comme quoi je m'immisçais profondément dans les affaires politiques françaises, dans les affaires d'outre-mer, comme ils disaient, n'est-ce pas, et que c'était pas mon rôle comme haïtien étranger, je devais me consacrer à Sciences Po, à la Sorbonne, un point c'est tout, et que si je continuais dans cette direction, il pourrait m'arriver de gros ennuis. J'ai pas tenu compte de ces avertissements. Et puis un beau jour, à 4h du matin, la police a débarqué à la cité universitaire, a frappé à ma chambre et m'a donné 48 heures pour quitter la France, sans discussion. En 1950, il est expulsé du territoire français pour activité anticolonialiste. Moi, c'était une catastrophe, parce que j'avais terminé Sciences Po, j'avais en train de terminer une licence de lettres à la Sorbonne, et je voulais faire un doctorat de droit. Je voulais continuer mes études jusqu'au doctorat de droit et au doctorat de sciences politiques. Enfin, j'avais de grandes visées universitaires. Donc, tout s'effondrait du jour au lendemain. J'ai appelé Paul Éluard, qui était mon grand ami et protecteur. Et en 48 heures, Paul Éluard avait un ami de Tchécoslovaquie qui était ambassadeur de Tchécoslovaquie à Paris, qui était un grand peintre qui s'appelait Hofmaster. Et il a dit à Hofmaster que j'étais expulsé, que j'avais 48 heures pour quitter la France. Hofmaster a appelé immédiatement le ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie et on m'a donné le droit d'asile en Tchécoslovaquie. Commence alors une série d'expulsions à répétition qui le contraignent à voyager d'un pays à l'autre à travers les continents.
à notre grande stupéfaction, on découvre l'abîme qu'il y avait entre ce qu'on avait appris à Sciences Po et à la Sorbonne en matière de marxisme, de matérialisme historique, matérialisme dialectique et ça. Moi, j'avais étudié systématiquement le marxisme. Je faisais les choses à fond comme Alexis, n'est-ce pas? J'avais crayon en main, j'avais tout lu, le Capital, les œuvres de Lénine. Au bout de 3 ans, je connaissais à fond toute la problématique communiste, depuis l'Antiquité la plus lointaine, depuis Démocrite, depuis Épicure, depuis les grands anciens, et notamment Héraclite. Je découvre un abîme entre ma connaissance du marxisme et les réalités de la démocratie populaire. C'était pas une dictature du prolétariat, c'était pas une dictature ouvrière, c'était la dictature du comité central et même du bureau politique du Parti communiste. Et à la dictature de Staline derrière tout cela, n'est-ce pas? Et ça m'a profondément choqué. Et ma femme et moi, on a fait partie de groupes d'étudiants étrangers à Prague, notamment des Italiens, qui étaient très avancés politiquement, et des Mexicains, des Brésiliens. On était un groupe de Latino-Américains. On n'a pas aimé du tout l'orientation du Parti communiste tchécoslovaque. Et on a commencé à se plaindre. Et en plus, quand je suis parti pour la Tchécoslovaquie, Paul Éluard m'avait donné une lettre pour quelqu'un qu'il connaissait très bien, qui était un homme célèbre, qui s'appelait Arthur London. J'arrive à Prague, je vais au ministère des Affaires étrangères, je demande à rencontrer le camarade ministre, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il était en vacances, qu'il faisait du ski à la frontière polonaise. C'était pas vrai, il était déjà arrêté. On le soupçonnait d'être un agent avec Tito et les autres, d'être un agent de l'Occident. Donc les choses s'aggravaient en Tchécoslovaquie. Il y avait un conflit qui s'ouvrait dans le Parti communiste. Et je me trouvais, on s'est dit, si cet homme a été envoyé, on lui a donné une recommandation pour London, il doit faire partie de la bande à London, n'est-ce pas? Donc je me suis trouvé dans un beau pétrin. La police m'a pris tout de suite en chasse, la police secrète tchèque. En plus, on tenait des propos critiques vis-à-vis de ce qu'on voyait qui se passait en Tchécoslovaquie. Me voici dans de beaux draps. Et j'ai eu de la chance à l'époque. J'avais rencontré quelques mois auparavant un grand écrivain brésilien, Jorge Amado. Donc quand j'ai eu des ennuis avec la police tchèque, je me suis ouvert à Amado. Je lui ai dit qu'on me crée des problèmes, et qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et Amado était d'accord avec moi. On était stupéfaits, lui et que moi, de ce qui se passait. Donc on était déjà, on découvrait l'imposture communiste, si je peux dire, n'est-ce pas? Et on n'était pas d'accord. À Prague, il devient le secrétaire du romancier brésilien. Alors Amado m'a dit, je vais te protéger, je vais t'aider, je vais mettre la direction du Parti communiste brésilien au courant pour que je sois couvert, puisqu'il était un hôte, il était un asilé aussi à Prague, n'est-ce pas? Et tu vas être mon secrétaire parce que j'ai besoin de quelqu'un de langue française pour ma correspondance avec les éditeurs européens. C'est un écrivain très connu, n'est-ce pas? Et comme ça, je te protégerai. Et c'est ainsi que je suis parti vivre dans un château, le château d'Objiš, à 40 km de Prague, qui était la résidence des écrivains tchécoslovaques. Et là, je fais la correspondance d'Amado, je fais du sport, je rencontre beaucoup de gens. Il y a toute la nomenclatura tchécoslovaque en fin de semaine qui vient passer des vacances, qui rencontre des autorités du gouvernement aussi, venaient passer le week-end au château, disons, une vie de château entre guillemets, mais très précaire parce que la situation devenait de plus en plus dramatique en Tchécoslovaquie. Et c'est ainsi que la police a continué à me persécuter en faisant courir des rumeurs sur ma femme, en disant que cette juive qu'il a épousée, c'est un faux mariage, c'est un mariage blanc, n'est-ce pas? C'est un prétexte que la police française a trouvé pour introduire en Tchécoslovaquie une espionne. C'était pas fréquent, très courant, de voir un jeune noir avec à son bras une femme d'une telle beauté et d'une telle culture. Elle parlait 8 langues, elle était une fille remarquable. Et puis entre-temps, qui vient habiter aussi au château? Pablo Neruda. C'est de là que vient mon amitié avec Pablo Neruda, et on met Pablo Neruda au courant de tout cela, et Pablo Neruda prend fait et cause pour nous.
Et un samedi, il est venu au château des gens très importants, d'où Antonin Zapotovski, qui était Premier ministre, et les gens officiels étaient dans une aile de la salle à manger, n'est-ce pas? Et nous, on était dans une autre aile, des invités d'honneur, des Sud-Américains, un Brésilien, un Chilien et moi. Il s'est fâché, Neruda. C'est un homme avec une grande personnalité, naturellement. Neruda dit, on va les emmerder. On va chanter des hymnes républicains espagnols. Nous connaissions tous des hymnes révolutionnaires républicains espagnols, Los Cuatro Generales, No Pasaran, tout ça. On avait tout un répertoire de chansons du romancero de la guerre civile espagnole. On a commencé à chanter. Los Cuatro Generales, Los Cuatro Generales. Los cuatro generales, mamita mía, que te han alzado. Tout bas d'abord, et puis on a élevé le ton, les gens ne comprenaient rien, et puis ils ont fait le rapprochement. Ils ont dit, sans doute, c'est un hommage qu'ils sont en train de rendre à l'ancien combattant de la guerre civile d'Espagne, n'est-ce pas? Et le Premier ministre s'est levé, en signe, il est parti. Et il a été suivi de tout un tas de personnalités qui étaient là, des vice-ministres, des acteurs de cinéma, des journalistes célèbres, toutes sortes de gens. Ils sont partis tellement ils étaient indignés. Et le lendemain dimanche, à 6 heures du matin, très tôt, je reçois un coup de fil de la direction de la police politique à Prague qui donne à ma femme et moi 24 heures pour quitter le château. Et éventuellement la Tchécoslovaquie. Edith est arrêtée en Tchécoslovaquie. J'étais parmi les rares personnes, les 151, à avoir été expulsés de France et de Tchécoslovaquie, des deux côtés du rideau de fer. Où aller? Qu'est-ce que je devais faire? Je ne pouvais pas retourner en Haïti, il y avait Magloire. C'était Magloire, oui. Amado s'est arrangé pour que j'aille à Cuba. Ils sont arrêtés par la police de Batista, accusés par l'ambassade d'Haïti d'être des agents de Moscou. On apprend qu'il y a un coup d'État à Cuba où on allait arriver. Et naturellement, aussitôt arrivé, on nous a menottés. Je ne sais pas comment ils ont su. C'est ainsi qu'on a été expulsés de Cuba. Un jour, alors qu'Avril flambait de vie antillaise, nous arrivâmes à la hauteur de la Havane. Heureux comme un couple d'oiseaux à la vue du feuillage d'un tamarinier. Mais Batista mit la police sur nos pas comme une fermeture éclair. Donc, en 1952, j'avais été expulsé de France, expulsé de Tchécoslovaquie, expulsé de Cuba, on retourne en Italie, expulsé d'Italie. D'où il passe clandestinement en France. Expulsés de nouveau de France, ils se rendent en Autriche, invités opportunément au Congrès mondial de la paix. En passant de nouveau par Prague, ils aboutissent au Chili. René travaille avec Pablo Neruda au Congrès continental de la culture d'avril 1953. Je me suis latino-américanisé pour de bon. J'ai appris l'espagnol, j'ai appris le portugais, j'ai vécu presque un an à Santiago de Chili. Ta danse contagieuse comme la peur, ta danse effaçait le doute la nuit. Ta danse donnait à ma poésie la couleur du citron. Ta danse me dévorait à pleines dents. Ta danse était une menthe religieuse. Ta danse était une pirogue. Ta danse chassait des lions en moi. Ta danse était une grande sagesse, une nouvelle religion, une prophétie. Puis il séjourne en Argentine, où il fréquente Rafael Alberti et les collaborateurs de la Revista Sur. En passant par l'Uruguay, il se rend à Rio de Janeiro, retrouver Jorge Amado. Il vit à Copacabana, tout près de Vinicius de Moraes. Mais 2 mois plus tard, il va à Sao Paulo, centre des luttes politiques et de la militance révolutionnaire. J'étais professeur à São Paulo.
Pendant deux ans et demi, je suis resté. Amado avait tenu à me faire recevoir une formation de dirigeant au Parti communiste brésilien qui avait quand même du poids. Et pendant ce séjour dans les montagnes, près de São Paulo et Rio de Janeiro, on nous a donné aussi une formation militaire. Donc j'avais une préparation de commando. Ce n'est pas encore l'aube dans la maison. La nostalgie est couchée à mes côtés. Elle dort. Elle reprend des forces. Ça fatigue beaucoup la compagnie d'un nègre rebelle et romantique. Depuis 15 ans ou depuis des siècles, je me lève sans pouvoir parler la langue de mon peuple. Je me réveille loin de mes racines, loin de mon enfance, loin de ma propre vie. Et de là, j'ai regagné la France grâce à l'intervention de Césaire et de Léopold Sédar Senghor, qui était devenu un homme très important de la Troisième République en France. Entre 1951 et 1952, René Depès publie Végétation de clarté et traduit du grand large, avec des poèmes dédiés aux hauts dignitaires communistes. En 1956, René Depès participe au premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, avec Jacques-Stéphane Alexis, Albert Mangonès, Jean Price-Mars et d'autres élus haïtiens. Il publie Minerai noir à la fin de cette même année. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. À la chute du général Magloire en Haïti, François Duvalier prend le pouvoir en octobre 1957. Depès rentre en Haïti avec Édith le 23 décembre. Il engage avec Jacques-Stéphane Alexis une polémique presque aussi triste que celle qui éclate entre les écrivains noirs américains. Les deux volent au ras du sol. Jacques-Stéphane Alexis écrit La main dans le sac et Depès Le nègre démasqué. Parce qu'au fond de cette polémique, il y avait tout un débat qui échappait à l'opinion publique haïtienne, parce qu'Alexis et moi, on avait quand même une formation politique, n'est-ce pas, qui quand même avait des fondements en Europe. Il y avait un grand débat à l'époque, pas seulement en Haïti, dans le tiers-monde, au sujet du rôle de la bourgeoisie nationale dans le tiers-monde. Et beaucoup de gens essayaient de présenter des Joies comme un membre de la bourgeoisie nationale, n'est-ce pas? Et ça, je pensais qu'en Haïti, c'était pas possible de dire que la bourgeoisie haïtienne avait une couche nationaliste. Mais ça n'a pas provoqué de rupture entre nous. Non, pas du tout. Nous étions tellement liés par d'autres problèmes que politiques, les problèmes littéraires, artistiques et tout, nos souvenirs de Paris et tout ça. Donc ça n'a pas provoqué une rupture, bien qu'il y ait eu beaucoup d'intrigues dans les milieux du Valérisme notamment, pour susciter des querelles entre Alexis et moi. Parce que moi, je voulais créer, j'avais pris l'engagement vis-à-vis d'Alioune Diop à Paris, de créer une filiale de la Société africaine de culture. Je pensais que ça aurait pu me servir de couverture légale pour mon travail illégal dans le parti, parce que j'en suis arrivé, on m'a appris que j'étais un des dirigeants clandestins du parti, et les ennemis, les anticommunistes pensaient que c'était moi, le principal communiste d'Haïti. C'était pas moi, c'était Jean-Jacques Rampoil, c'était les gens qui étaient sur place. Moi, j'étais quelqu'un, un électron libre, qui arrivait de l'exil, n'est-ce pas, mais avec une expérience. J'avais milité dans le mouvement communiste international, au point que nos adversaires pensaient que j'étais un agent du mouvement communiste international. J'étais pas un agent, j'étais pas dans mon tempérament d'être agent de qui que ce soit. Ce que Jacques Alexis appelait avec raison la maison des humanités. Je me suis toujours senti une sorte de locataire de la grande maison des humanités. C'est pour cela que j'ai pu avoir des liens partout où je suis passé. En février,
Duvalier propose que De Pestre devienne le responsable de la culture au ministère des Affaires étrangères. De Pestre refuse le poste et passe 1 an en résidence surveillée. Un matin, débarque chez moi un proche de François Duvalier, un de ses plus proches collaborateurs, Maury Figaro. Et il me dit que Duvalier lui a demandé de venir me chercher parce qu'il a envie d'avoir une conversation avec moi, qu'il m'en voulait un peu, que j'étais arrivé en Haïti depuis décembre 1957 et que je n'étais pas venu le voir, son vieil ami, mon partenaire de CACT. Dès mon arrivée, j'ai appris quelques-uns de ses exploits en matière de répression, donc je me suis dit, j'avais rien à voir avec ce personnage, c'est fini. Il insiste donc, après avoir consulté ma mère un peu, je décide d'aller le voir. Je m'installe dans son bureau et je l'écoute. Il m'expose sa politique, n'est-ce pas? À mesure qu'il parle, mes cheveux se dressent sur la tête. C'est un programme anti-haïtien, un programme d'extermination, un programme de dictateur. Nos îles n'ont pas de nom yoruba ou bantou. Ce sont des chemins sans papier d'identité. Île où le volcan racial entre en éruption, île où l'alphabet ne prend jamais terre, île qui se rase avec un tesson de bouteille, île qui exporte et son sang et ses secrets, île à la tête égarée sur l'épaule d'autrui. Il est parmi les gens qu'il cite Mustafa Kemal, mais il n'avait rien à voir avec le rénovateur de la vie politique turque, n'est-ce pas? Il parle de Oliveira Salazar, de Chiang Kai-shek. Il est extrêmement confus, il me fait une mauvaise impression d'un esprit confus. Et il me demande quelles étaient mes intentions, à moi, en rentrant en Haïti. Alors je lui dis l'intention d'un homme qui est un démocrate, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit qui est à l'extrême gauche, mais j'ai dit qu'un démocrate, n'est-ce pas? Je veux rendre service à Haïti, je vais être fidèle à mon départ du mouvement de 46, de la ruche et tout cela. Te voici, patrie battue jusqu'au sang, patrie plus humiliée que la veuve d'un condamné à mort pour viol. Voici le gel du couteau au fond de tes éclats de rire. Voici ton visage taché de la sordide obscurité du capital. Te voici, ma petite patrie, blottie dans les yeux bleus de ce matin de mai, comme un nœud gordien de larmes, dans le cœur ouvert de quelque infortuné musicien. À un moment donné, il se fâche, enfin il fait une sortie. Il me dit qu'il ne tolérerait pas les activités du mouvement communiste international en Haïti. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça vient chercher, le mouvement communiste international, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas un agent du mouvement communiste international, de un patriote haïtien qui revient après 11 ans d'absence dans son pays et qui a le droit, en tant que citoyen, de participer à la vie d'Haïti. Donc la conversation, à partir de ce moment-là, tourne mal. Parce qu'au fond, il faisait du chantage avec moi, en me laissant dire que si je venais avec des intentions de communiste, ça n'allait pas marcher pour moi, n'est-ce pas? Mais si par contre j'étais disposé à arriver à un maudit vivendi avec lui, ça pourrait s'arranger. Et après, il m'a dit qu'il prévoyait pour moi un brillant avenir politique. Je pourrais au départ travailler au ministère des Affaires étrangères, au service culturel, aux côtés de Leslie Manigat. Et puis il me dit que plus tard, éventuellement, je suis le seul homme de ce pays capable de vous imposer aux Américains. Parce que je vois en vous un bon représentant d'Haïti aux Nations Unies. Et me dit, pourquoi pas, peut-être vous aimeriez retourner à Paris comme ambassadeur d'Haïti à Paris. Donc, il était en pleine opération de chantage, de corruption, quoi. Alors, je lui dis qu'au fond, moi, je veux retourner en France. Il me dit, mais ce serait une trahison, mais c'est grave ce que vous me dites là. Après toutes ces années d'exil, vous reviendrez à Paris au lieu d'être utile à votre pays. Il me fait un petit discours moralisant. Il avait un revolver à côté d'une Bible, ce qui m'a paru très mauvais goût, et je suis rentré chez moi.
quelques jours après, j'ai reçu une invitation à dîner, en bonne et due forme, du protocole. Et ma femme et moi, on a envoyé un billet pour dire qu'on était contrariés, que sa santé laissait à désirer, qu'on ne pouvait pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des ennuis. J'ai remarqué qu'on nous surveillait. Quand Despestre débarque, il était venu pour s'établir en Haïti. Parce qu'il avait emporté avec lui dans le bateau sa bibliothèque de 5000 ouvrages. C'est quasiment une bibliothèque municipale. Il y avait déjà un climat d'autoritarisme, subtil mais assez visible pour certains observateurs de l'époque. À la chute de Daniel Fignolet, les adresses de l'armée à la population, les mises en garde de l'armée, c'était déjà une structure autoritariste qui s'implantait. Et puis, une nuit, il a envoyé 15 Tontons-Macoutes nous intimider. Il y a eu 15 hommes à 2 heures du matin qui ont débarqué, qui ont voulu faire une investigation dans ma bibliothèque. J'avais déjà installé mes livres. Ils ont pris une centaine de livres, des titres pris au hasard, qui pensaient que c'était des livres communistes. Et ils m'ont dit que le président a été très déçu par la visite que nous avons eue, que j'ai pas accepté son invitation à dîner, que cette visite était un avertissement. Il avait une certaine idée du fascisme. Il avait aussi une certaine idée d'un régime totalitaire comme cela sera quelques années plus tard avec Duvalier. Merscon était chargé de le contrôler, de l'encadrer, de le surveiller, mais en même temps avait une certaine sympathie pour Despestre, qui était déjà une grande figure littéraire, mais aussi qui avait marqué l'histoire récente d'Haïti. Le lendemain, je reçois une convocation à la police. Donc, Merscon me reçoit, transmet ce qu'on lui a demandé de faire, que lui, il ne prend pas parti dans cette affaire, parce que Merscon était très prudent, n'est-ce pas, parce qu'il savait que j'avais des liens amicaux avec son beau-frère, avec Paul Larac. Il me dit à voix basse, n'est-ce pas, à votre place, n'est-ce pas, que je ne resterai pas dans le pays. Votre vie est en danger. C'est un ami, c'est le beau-frère de Paul qui vous le dit. La femme de Despestre semblait avoir trouvé un emploi au bureau du tourisme. Mais Despestre, lui, ne travaillait pas et ne voulait pas collaborer avec le régime. Peut-être que c'était pas une concession, mais c'était de la politique pour justement ne pas être victime de cette bête qui commençait à s'imposer dans l'univers sociopolitique haïtien. C'était le climat répressif, le climat de répression, et Despestre n'avait pas sa place dans un tel espace. Mais ce qu'on me dit, faites bien attention, ne sortez pas le soir. Donc Merscon me fait comprendre que les Tontons-Macoutes veulent ma peau, que c'était pas les militaires qui le faisaient, c'était pas la police, c'était les Tontons-Macoutes. Je me suis arrangé pour ne pas sortir le soir. Je pensais qu'ils voulaient m'assassiner tout simplement. Et c'est ainsi que pendant ces soirées où je restais la plupart du temps à la maison, j'écoutais la radio de Cuba, très bas. J'écoutais les émissions qui venaient de la Sierra Maestra de Radio Rebelde, qui émettait à partir de la Sierra Maestra à l'époque. Et je découvre Che Guevara, je découvre Fidel Castro, j'écoute leurs interviews. Donc je vois s'ouvrir pour moi un horizon possible, que je crois que c'était indiqué pour moi de rejoindre les rebelles de la Sierra Maestra. Alors quand je vois le triomphe de Castro, je me suis dit, il faut que je me rattrape. Qu'est-ce que je fais? C'est ainsi que le Nouvelliste a publié de moi, dans les premiers jours de janvier 1959, un article qu'on peut trouver, que vous pouvez trouver dans les archives. Aujourd'hui encore, on peut relire cet article. Je ne me suis pas trompé. Je montre la portée continentale de la révolution cubaine. Et cet article est tombé d'abord sur la table du nouvel ambassadeur de Cuba en Haïti, qui était un Cubain, un certain Rodriguez, qui au Oso Blanco, qui avait une boucherie à Port-au-Prince. Rodriguez me fait venir à l'ambassade, me dit que Che Guevara veut absolument vous voir.
n'est-ce pas? Et Castro a lu votre article aussi. Ils veulent vous voir. Alors je leur dis, vous savez, dans les conditions où je suis en Haïti, si on sait que je suis invité officiellement à Cuba, Duvalier ne va pas aimer ça, on va me créer des ennuis, on peut même m'assassiner avant. Vaut mieux qu'on prenne des précautions. Je vais arranger les choses. J'ai un grand ami à Cuba qui s'appelle Nicolas Guillen. Et je vais dire, Guillen m'invite à prononcer une conférence sur la poésie à Cuba. En mars 1959, 2 ans après la prise du pouvoir par François Duvalier, René Depestre, invité par Nicolas Guillen, part pour Cuba. Il est accueilli par Che Guevara, qui a lu son article sur la révolution cubaine. Dès mon premier entretien avec Che Guevara, il m'a mis au courant du projet de libération des Cubains. Et après, on a décidé qu'on ferait une action de commando en Haïti pour renverser Duvalier. Et on a pensé que c'était nécessaire de faire d'une pierre deux coups pour éviter que Trujillo intervienne pour aider Duvalier. Les Dominicains mettaient l'accent sur la guérilla et nous sur une action de commando, étant donné que Haïti ne se prêtait pas à une action de guérilla vu l'extrême pauvreté de la paysannerie haïtienne. L'action de commando a été annulée après le massacre des Dominicains le 14 juin 1959. On pensait qu'on prendrait des risques trop graves en arrivant en Haïti après l'échec des Dominicains dans le nord de la République dominicaine. Llegó la revolución y Batista echó un tacón cuando supo que Guevara se encontraba en Santa Clara. Que vivan Celi y Fidel, vivan Almeida y Borbón, vivan todos los rebeldes de nuestra revolución. Mamá, llegaron los barbudos, qué cosa más rica, mi madre, a gozar. Guevara m'a demandé qu'est-ce que je pensais faire. Il m'a dit que les vrais problèmes vont se poser dans le tiers-monde, non pas à Rome ni à Paris, mais à La Havane. Et que, à son avis, un intellectuel responsable, n'est-ce pas, au lieu d'aller travailler à Paris, ce serait peut-être mieux de collaborer avec le programme cubain. Alors, je n'ai pas hésité une seconde, je lui ai dit, commandante, je reste à Cuba. Milicienne, ta beauté annonce la poudre. La bonne poudre qui sauva mes poèmes à Playa Girón. Alors que nous faisons l'amour, nos 2 pistolets Colt 45 veillent sur la même chaise merveilleuse de la nuit. Alors que Depestre est en mission à Moscou, Jacques-Stéphane Alexis, passant par Cuba, débarque en Haïti le 21 avril 1961. Celui qui était resté quand même son ami est capturé et porté disparu depuis lors. Quand je suis de retour de Chine, après mon séjour à Cuba et au Vietnam, j'ai des réunions avec la direction du Parti communiste cubain, avec qui j'étais en contact, et ils m'apprennent qu'Alexis a été de passage à Cuba, qu'Alexis a recruté à La Havane un certain nombre de jeunes haïtiens, anciens des joyistes, qui étaient présents à La Havane, que j'avais connu moi-même en 1959, parce que à l'époque de Che Guevara en 59, des Joies étaient présents à La Havane. Des Joies avaient voulu organiser un débarquement avec l'aide de Che Guevara. Et Che Guevara avait dit à des Joies qu'il n'accepterait ce débarquement que si c'était moi le responsable de cette expédition. Il passe 20 ans à Cuba, où il remplit de nombreuses fonctions au service de la Révolution. J'ai participé à fond au processus révolutionnaire cubain. S'ils osent toucher de leurs mains glacées la chair blanche, noire, mulâtre, la chair tendre, ardente, pure de la liberté cubaine, ô petite mère, ils perdront leurs mains, et plus que leurs mains, leur vie. J'ai été travailler d'abord au ministère des Affaires étrangères, ensuite j'ai participé à la fondation d'une maison d'édition nationale à Cuba, très intimement
à la Casa Las Américas, qui est la principale institution culturelle de Cuba, autour d'une grande figure féminine de la Révolution, Aide Santa Maria. J'ai travaillé avec Guillen, avec Roberto Fernandez Retamar, avec Lisandro Otero, avec toute l'intelligentsia cubaine. Escribir su propia historia y de recoger lo mejor de sus tradiciones para hacerlas fructificar y para enriquecer. J'ai édité une édition cubaine du Don Quichotte de Cervantes. Fidel a fait 100 000 exemplaires juste après le triomphe de la Révolution. Et Guevara m'a demandé de faire la préface de l'édition, n'est-ce pas? J'ai fait une préface pour l'édition. C'était formidable, extraordinaire. Et j'ai compris à l'époque déjà qu'il y avait un Don Quichotisme fondamental chez Castro et chez Guevara eux-mêmes. Vous voyez, c'était des hommes d'aventure comme Don Quichotte. C'est pas par hasard que le premier livre qu'ils aient eu la pensée d'éditer, c'est ce chef-d'œuvre de Cervantes. Cette même année, René de Pesque divorce d'Édith. Le visage baigné de larmes, je souris à ton souvenir. Adieu ma petite fille, adieu aux nuits vécues sous ton soleil. En 1964, il publie Journal d'un animal marin. L'état poétique est le seul promontoire connu d'où par n'importe quel temps du jour ou de la nuit, l'on découvre à l'œil nu la côte nord de la tendresse. C'est aussi le seul état de la vie qui permet de marcher pieds nus sur des kilomètres de braises et de tessons ou de traverser à dos de requin un bras de mer en furie. En 1967, un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Je suis au goût badagri. Je suis le laurier rouge qui creuse sa fière pirogue dans les troncs blancs de vos sottises. Je suis un général sanglant, je lance mes éclairs dans vos cœurs mêmes. J'avance porteur d'une foi insulaire et barbu pêcheur, d'une foi indomptable, indomptée, non un grand poème à genoux sur la dalle de la douleur, mais une petite lampe haïtienne qui essuie en riant ses larmes. Et d'un seul coup d'aile s'élève pour être à tout jamais un homme jusqu'aux confins du ciel, debout et libre dans la verte innocence de tous les hommes. Occident chrétien, mon frère terrible, mon signe de croix, le voici, au nom de la révolte et de la justice et de la tendresse, ainsi soit-il. En 1968, il publie Cantate d'octobre, dédiée à Ernesto Che Guevara, assassiné en Bolivie le 9 octobre 1967. Long est le chemin du Che dans l'homme, long le fleuve, long le sillon qui attend les semences, long le pas marin d'Ulysse dans nos pas, long le sabre végétal pour avancer dans la forêt inconnue. Il nous laisse un homme sans peine ni relâche avec lui-même, tant qu'il y aura sur la terre un seul homme humilié. En 1969, il épouse Nelly Campano, qui lui donne 2 garçons. Lente, gloire lente, femme lente, lente, tu es lente à l'heure somptueuse du corps. Tu es le temps qui console, tu es le sablier de la douceur. Ton corps mesure en moi la force des marées, ton corps indique le temps infini. Patita arregló el baúl y no digo ni hasta luego. Le cogió miedo a Cienfuegos, a Menoyo y a Raúl. A alguien le comunicó que estaban en Santa Clara, que venía el Che Guevara. Y a mí mismo se espantó, con él también escapó su banda de atracadores y asesinos y ladrones guapos para asesinar, cobardes para pelear y una pila de ratones. En 1971, lors du procès d'Hébert Padilla à La Havane, il prend publiquement la défense du poète cubain. J'ai raconté toute l'affaire Padilla dans ce chapitre. Hébert Padilla était un poète de grand talent qui, en 1969, je crois, a publié un livre qui s'appelle Hors-jeu. C'était des poèmes remarquables
parce qu'il était un très bon poète, un brillant poète, avec qui j'avais traduit une anthologie de la poésie cubaine, la première anthologie de la poésie cubaine depuis la Révolution. Il faut dire que le livre avait reçu un prix international, un jury international, et le gouvernement décide de faire précéder le livre de Padilla d'une préface pour dire que c'était un mauvais livre. C'est rare dans l'histoire de l'édition qu'un livre soit précédé d'une préface qui discrédite le texte. Il y a eu deux moments dans le cas Padilla. Il y a eu un premier moment où justement, parce que Padilla a eu son prix en 68, le livre a été publié avec cette préface dont je te parlais, et Padilla est resté à Cuba. Et en 71, Padilla a été arrêté. Naturellement, il n'a pas été arrêté sous prétexte de ses écrits, mais comme une personne qui s'adonnait à la contre-révolution. Tu sais ce que ça pouvait représenter à l'époque lorsqu'on parlait de quelqu'un contre-révolutionnaire. Et il a passé 1 mois en prison jusqu'à sa fameuse lettre d'autocritique. Au premier moment, lors de l'arrestation de Padilla, il y a eu une première lettre de beaucoup d'intellectuels latino-américains, français, etc., qui ont demandé des explications à la Révolution, au gouvernement, et aussi qui exprimaient une certaine préoccupation, parce qu'on avait des exemples, pour que Cuba ne répète pas des expériences passées dans d'autres pays socialistes. Au siège de l'Union des écrivains de Cuba, ils ont organisé une espèce de tribunal populaire avec les écrivains et les artistes, en écartant la presse. Il n'y avait aucun média présent dans la réunion, et il y avait un système un circuit fermé de télévision où Castro lui-même et son frère Raoul et d'autres personnalités du gouvernement étaient présents, assistaient dans un édifice voisin, assistaient à la réunion. À la descente de la Jeep, quand il est descendu, on lui a donné un texte qu'il devait lire sans l'avoir préalablement lu. Il devait directement découvrir les propos qu'il allait tenir en même temps que nous, n'est-ce pas? Ça aussi, c'était une méthode inacceptable de faire dire par un écrivain un texte qu'il ne connaît pas, qui était un texte de confession lamentable, où il faisait de l'autoflagellation, où il s'accusait de tous les maux de la terre, où il se traînait lui-même dans la boue, dans le sang, et demandant pardon aux autorités cubaines. Ça a choqué l'Assemblée, vous imaginez? C'est un moment, je ne crois pas qu'il soit caractéristique de la révolution cubaine, il faut le dire. Cuba a connu des moments très, très, très difficiles dès le début des années 60, depuis le débarquement de la baie des cochons, et il y a eu l'embargo, naturellement. Des attaques constantes qui ont pris toutes les formes possibles, que ce soit des formes politiques, des formes économiques, des formes culturelles aussi. Ça a été vraiment une guerre sans merci, qui a été appréhendée par les dirigeants cubains comme une grande menace et qu'il fallait protéger la révolution à tout prix. Et ceci, le cas Padilla, a provoqué beaucoup de questionnements. Le professeur Antonio Portuondo, qui présidait la séance, a demandé qui voulait prendre la parole. C'était quelques secondes avant la fin de l'Assemblée. Et moi, j'ai demandé la parole. Je ne savais pas au moment où je me suis levé qu'est-ce que j'allais dire. Je suis monté à la tribune où était Padilla. Je lui ai donné un abrazo, comme on dit, une accolade, ce qui a choqué les autorités, naturellement, puisque j'ai donné un abrazo à quelqu'un qui était dans une posture d'accusé, et j'ai pris sa défense. Mais lors de la deuxième lettre, maintenant, lorsque Padilla a été relâché, tu sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas signé la deuxième lettre, parmi ceux qui avaient signé la première, entre autres les Garcia Marquez Nova, Julio Cortázar, Galeano, Cardenal, etc. Donc il y a eu beaucoup de gens qui, tu vois, ont cherché à comprendre un peu, sans, disons, approuver. J'ai pris sa défense, je me souviens pas très bien en quels termes, mais en tout cas j'ai dit qu'on n'était pas né communiste,
que c'était un processus. Tout le monde, tous les intellectuels n'ont pas eu, comme certains comme moi, le privilège d'avoir été communiste au départ, d'avoir milité dans les partis communistes, d'avoir une expérience de la révolution. Padilla était éloigné, c'était un écrivain pur et simple qui était éloigné des problèmes de la révolution. C'était de notre devoir, en tant qu'intellectuel avancé, d'aider ceux qui n'ont pas connu le même processus que nous, en tant qu'adhérents à la révolution. Donc, on ne devrait pas l'accabler comme on l'a fait, et que je pensais en disant cela, je sauvais l'honneur du communisme dans cette soirée. De l'affaire Padilla, on peut parler justement de ce quinquennat gris. Je reprends le mot, le quinquennat gris. Mais en fait, ça a été un moment, mais jamais, que ce soit durant cette époque, avant ou après, il n'y a pas eu des purges. Donc on ne peut pas parler d'époque noire inclus. C'est en tant que communiste responsable que j'intervenais. Naturellement, mes propos ont été très mal entendus, très mal appréciés par les autorités, Castro lui-même, qui regardaient la scène et qui se demandaient qu'est-ce que j'étais en train de faire, n'est-ce pas? Donc ils ont condamné ma position. À partir de ce moment-là, Guillen lui-même me l'a dit après, tu as scié la branche sur laquelle tu étais assis à Cuba. J'ai pas l'impression qu'en 1971, la vie de René à Cuba était remise en question. On se voyait très fréquemment, presque chaque jour. Il m'a parlé de ses difficultés. Lui, il vit ça d'une autre façon. Comme quelqu'un qui se sent affecté dans le travail qu'il réalisait, dans son travail d'écrivain. Et moi, c'était pas ça mon problème. J'entendais, j'écoutais, il m'en parlait, tu vois, mais je ne vivais pas l'affaire Padilla comme un problème de la révolution cubaine ou du pouvoir cubain. À partir de ce moment-là, j'ai perdu tout crédit à Cuba. On m'a considéré comme un adversaire. On s'est même posé la question si je n'étais pas moi-même un agent ou des services secrets français, comme étant de langue française, que j'étais très en contact encore avec Paris, ou si j'étais un agent pur et simple de la CIA, n'est-ce pas? Parce que c'était la tendance à l'époque, à Cuba, pour celui qui exprimait le moindre doute à l'égard de la révolution, était considéré comme un agent de la CIA. C'était aussi manichéen que cela, c'était insupportable. On voyait des agents de la CIA patrouiller, on avait bien sûr, n'est-ce pas, des agents de la CIA, mais tout le monde, on pouvait exprimer des accords avec la révolution sans être téléguidé par la CIA. C'était un phénomène de mentalité à l'époque, qui n'était pas propre à Cuba. Dans le cadre de la lutte contre la puissance impérialiste de l'époque, ce qu'on considérait avant même que je quitte Haïti, cette paranoïa de voir la CIA partout existait entre nous. Et pourtant, Dieu seul sait que la CIA était et que nous ne savions pas qui était ou n'était pas membre de la CIA. C'était un comportement presque généralisé. Dès qu'un désaccord apparaît, tu vois, et puis cette suspicion s'établit, on voit derrière tout cela la CIA, un agent. C'était une époque particulièrement spéciale à Cuba et il y avait des difficultés de le laisser sortir, tu vois. Et à ce moment, Gérard, qui était chargé des relations du parti à l'extérieur, eh bien, est intervenu auprès des autorités cubaines, leur demander de laisser partir René, parce que dans la mesure où René restait, eh bien, ce serait contre sa volonté. Et c'est ainsi que René est parti. Et c'est dans cette circonstance que je me suis arrangé pour entrer à l'UNESCO, parce que j'avais eu un ami à moi, M. Amadou Matambo, que j'avais connu à la Sorbonne dans nos années d'études à Paris, qui m'a offert de m'aider à quitter Cuba. C'est ainsi que j'ai été recruté à l'UNESCO. Moi, je peux te dire que je sais que René a vécu à Cuba pendant longtemps après 1971. En 1978,
j'ai rencontré René à Paris. Il y a ceux qui crient sur tous les toits « Vive la Révolution !» Derrière ce cri se cache parfois le vœu secret que la Révolution se casse une jambe ou le bras droit, et qu'une fin perverse la porte à dévorer ses propres poètes, ou encore qu'une soif sans foi ni loi lui saute à la gorge et demande à boire du sang frais innocent. Vive la Révolution! Ce n'est pas toujours un grand cri de justice pour réveiller le puits tendre qui dort en nous. Ça peut être le cri obscène d'un fils de pute. Suite à sa rupture avec les dirigeants cubains, René Depès se rend à Paris, où il commence à travailler à l'UNESCO, au cabinet du directeur général. C'est un saut fantastique, c'est un véritable recyclage, mais que j'ai pris très au sérieux, parce que les Cubains, après, quand je suis arrivé à l'UNESCO, ont fait courir le bruit que c'était eux qui m'avaient fait entrer à l'UNESCO comme un agent de Cuba à Paris. Vous voyez, c'était très grave de me faire passer à Paris pour un agent de Cuba aux yeux des autorités françaises, un homme qui avait été expulsé de France. C'était dramatique, mais j'ai eu une conduite très stricte à la direction de l'UNESCO. J'ai pu rester près de 10 ans à l'UNESCO. Donc c'est comme ça que j'ai opéré mon recyclage intellectuel et moral, éthique, après ma rupture avec Cuba. J'ai rompu avec le mouvement communiste international dans son ensemble, avec les Haïtiens aussi, avec le Parti communiste haïtien, j'ai rompu avec tout le monde. De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française et de lui frotter le corps avec les herbes parfumées qui poussent en amont de mes vertiges d'anciens nègres marrons. Je voulais prendre des distances vis-à-vis de tout le monde, c'est de devenir un électron libre, que je suis resté depuis, que j'aurais dû être toute ma vie, finalement, quand je veux voir les choses avec du recul, j'aurais dû être un électron libre depuis la ruche jusqu'à maintenant, et ne pas me féoder dans des entreprises sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. En 1979, Gallimard publie le premier roman de Depestre, Le Mad Cocagne, qu'il avait déjà publié à Cuba en espagnol. En 1980, il publie En état de poésie. L'état de poésie est commun à tous les hommes. Mais le jour où il doit, sous les insultes et les pierres, se retirer d'un peuple ou d'un individu, il laisse derrière lui des varechs et des cétacés en putréfaction, des ossements frais d'hippopotame, des langues mortes sous la hache d'un bourreau. En 1982, Gallimard publie son recueil de nouvelles, Alléluia pour une femme jardin, qui avait eu une première édition chez l'EMEAC au Canada. Il obtient la bourse Goncourt de la nouvelle. Alléluia pour ta patience d'hormones joyeuses dans la nuit de la femme. Je te salue et te présente à la vénération du monde. Par amour de toi, je suis prêt à traverser des déserts et des forêts vierges, à défier les bûchers et les chaises électriques, les chambres à gaz et les salles de torture. Je plante ta révolte au coin des rues de la terre pour convertir à ton rayonnement ceux qui voient en toi une géométrie de ténèbres. C'est mon livre qui est le plus apprécié et beaucoup d'Haïtiens n'aiment pas. Alléluia. Ah, moi j'aime beaucoup. Les gens pensent que un homme sérieux ne doit pas... Vous voyez, c'est une idée fausse de croire qu'un homme sérieux est celui qui traite seulement des problèmes sociaux, des problèmes de classe, de race, je ne sais pas moi, des problématiques. En 1986, il prend sa retraite et se retire à Lézignan-Corbière, dans le sud de la France. En 1988, il gagne le prix Renaudot pour Adriana dans tous mes rêves. Nombreux sont les essais qu'il publie pendant toutes ces années. Alors quand j'ai laissé l'UNESCO, je me suis dit, j'ai réfléchi, fallait-il rester à Paris, puisque quand j'ai quitté l'UNESCO, j'avais eu déjà un certain succès avec mes livres. J'avais publié le Mad Cocagne, j'avais publié Bonjour et adieu à la négritude. Mes livres ont été très bien accueillis à Paris.
et je commençais à avoir une réputation d'écrivain, qui était ma vocation depuis Étincelle, depuis 1946, n'est-ce pas? Donc je pensais que j'allais terminer ma vie comme écrivain et qu'il fallait pas rester à Paris. J'ai fait un choix en étant en France. J'ai pensé me naturaliser français, ce que j'ai fait après, n'est-ce pas, pour être un écrivain franco-haïtien. Puisque j'avais été un Cubain de plus à La Havane, un Brésilien à Rio, un Chilien à Santiago de Chili, un Italien à Milan, je continuais sur cette lancée. J'allais être un Français de plus, un franco-haïtien de plus, dans une petite ville de France. Les poètes d'Europe ont cessé de chanter. Ils ont fait de l'écriture un tremplin d'où ils lancent les papillons de cirque sans aucun secret dessiné sur leurs ailes. N'y a-t-il plus en Europe un ciel ouvert sur les mystères et les tourments des poètes? N'y a-t-il plus une femme et un homme qui, rien qu'à se voir au détour d'une pluie, brûlent soudain sans forêt de vérité? Ô poètes d'Europe, avec ma gorge en feu, je vous invite à crier « Notre époque, oui, avec ses drogues, ses terribles maux de tête, ces jungles, ces tigres, ces énormes vacheries. Notre époque, oui, avec ses imprécations, ses embouteillages sanglants, ses vermines, ses flancs de putain, ses maudits radars, ses manies et ses grimaces cybernétiques, ses achats féroces et ses ventes de proies, sa chasse aux poètes et aux guerrieros. Notre époque, oui, avec ses sales oripeaux sans queue ni tête et ses nerfs pulvérisés. Étant donné le tour que prenait mon travail intellectuel, il y avait urgence pour moi d'être dans un lieu solitaire pour mettre au point les travaux de mes derniers jours. J'avais le sentiment, en partant de l'UNESCO, que j'allais peut-être bénéficier encore de quelques années pour écrire si on veut, entre guillemets, faire mon œuvre, puisque je ne considérais pas que j'avais tout dit après avoir écrit Le Mat de Cocagne et Bonjour et adieu à la négritude. René de Pestre a été un témoin exceptionnel de son temps. Il a été témoin et acteur de toutes les manifestations de l'après-guerre. Témoin du passage au communisme et de la lutte des intellectuels du tiers-monde contre le colonialisme. Témoin exceptionnel du mouvement de la négritude. Pendant toute cette période, à la fin des années 50, des années 60, il y a eu des intellectuels comme Toa, des intellectuels africains, comme Adotevi, et d'autres, comme Wole Soyinka lui-même, n'est-ce pas, qui a dit que le tigre ne parlait pas de sa tigritude. Il y avait beaucoup de gens qui reprochaient à Césaire et à Senghor d'utiliser un concept qui était l'inverse de l'anthropologie traditionnelle, de l'anthropologie coloniale. La négritude comme méthodologie a été construite, et Sartre avait très bien vu ça, comme l'inverse du goubinisme, qui était à l'origine de toute la ségrégation raciale des idées racistes du XIXe siècle, remontait à Gobineau. Témoin des moments héroïques de la lutte anti-impérialiste. Témoin de la chute de l'Empire soviétique et des mésaventures du socialisme réel. Témoin et acteur exceptionnel sur la scène haïtienne aussi, aux côtés de Jacques-Stéphane Alexis, de Gérald Bloncourt et de tous les protagonistes des 5 Glorieuses. À partir de 1955, ce qui est à l'origine de mon livre Bonjour et adieu à la négritude, j'ai formulé certaines réserves comme haïtien vis-à-vis de la négritude. Pour faire un poète, il faut un homme et une femme. Une femme et un homme. Et puis, un flamboyant en fleurs. Mais le flamboyant peut suffire si l'homme et la femme tardent trop à fêter le prodige du sang. Quand j'ai compris, en observant les activités du bureau d'ethnologie en Haïti, notamment de Duvalier, bien avant d'être dans la politique, il était un animateur actif au bureau d'ethnologie. Price Match n'avait pas le temps et laissait la direction du bureau d'ethnologie entre les mains de Lorimer Denis et de François Duvalier, un peu de Piquion et René Piquion également. Et eux,
ils ont complètement déformé la méthodologie de la négritude, toute l'idée même de la négritude. Ce que j'appelle, ils en ont fait une négritude totalitaire. Ils en ont fait un élément du pouvoir politique, comme Duvalier allait l'appliquer, n'est-ce pas? Et j'attirais l'attention, quand j'étais à Paris, je disais à Césaire, méfiez-vous, n'est-ce pas? Et à Senghor, je le disais, même au public, n'est-ce pas? Il y a le danger en Haïti qu'on détourne la notion anthropologique et esthétique de la négritude, comme vous l'avez défendu dans vos essais et dans vos poèmes, dans votre littérature, qu'on en fasse un élément du pouvoir politique en Haïti. Afrique, périlleux trajet de mon sang jusqu'au noir petit matin de mon corps. Afrique, laborieux cheminement de sève jusqu'à la clarté de ma plus haute branche. Afrique, écho de la mer au fond de mon coquillage. Ta misère s'étouffe en longs sanglots dans ma poitrine. Afrique, billet doux que de toute ma soif de mal je serre dans le creux de ma paume comme un merveilleux petit sein de femme. René de Pestre a été un témoin exceptionnel des choix et des revirements idéologiques, littéraires et esthétiques des artistes et des intellectuels marxistes du tiers-monde. Et on courait le danger de tomber sur un essentialisme, de faire la négritude comme une sorte de catégorie intemporelle, que les Noirs seraient prêts pour la négritude dès leur naissance, qu'il y avait une négritude de tout surnaturelle qui venait de l'expérience existentielle de l'Afrique. C'est pas vrai. La négritude, c'est une forme de résistance de l'intelligentsia noire aux conséquences culturelles, si on veut définir la négritude, c'est ça, de la colonisation. Donc ça pouvait être dépassé. Césaire lui-même n'excluait pas la possibilité qu'il y ait une sorte d'expérience post-négritude. On est dedans. L'étoile de Toussaint, je vous l'offre sur une assiette d'or. C'est l'étoile de nègre de grand large, avec une patience d'arbre dans ses globules rouges. C'est l'aïeul de tout ce qui sur cette terre marche vers le printemps. Regardez-le sur son cheval qui galope encore vers la lumière. La mer un jour se brisa à ses pieds et lui dit « Mon Toussaint, tu verras désormais par mes yeux, tu entendras par mes oreilles, et par la force de mes vents tu sortiras de toi-même pour donner à ton pays tout le soleil qu'il y a en toi. » À moi de dire Dessalines, à moi, Herzili, déesse des eaux douces, à moi de lever ce torrent des flammes noires. Il arriva le corps couvert de cicatrices, les yeux rouges d'avoir étouffé sous le fouet et l'insulte des torrents de larmes. Il était tout hérissé des griffes, comme la mer un jour de mauvais temps, roulant vague après vague sa justice vers nos mains d'esclaves. Me voici depuis 20 ans, et j'ai pu travailler. Et j'avais décidé d'écrire un livre qui me sortirait de l'anonymat, ce que j'ai fait avec Adriana dans tous mes rêves. À la fin de 1946, à mon arrivée à Paris, je me précipitai haletant au musée du Louvre vers la célèbre toile de Leonardo, comme au premier rendez-vous pris loin de Jacmel avec Nana Siloé. J'en fus profondément déçu. La Joconde était bien le chef-d'œuvre d'un peintre génial, mais comparée à la jeune fille de mon souvenir, elle semblait plutôt ricaner sans aucun feu intérieur. Dans la trame de ma nostalgie inguérissable, Adriana avait son maquillage de mariée intact. La peau de son cou et de ses mains était aussi lisse et fraîche qu'une mangue cueillie juste avant le lever du soleil.
La mort avait donné à sa beauté un air de joyeuse profondeur, comme si elle était intérieurement absorbée par un rêve plus prodigieux que la vie et la mort à la fois. Sa bouche n'évoquait pas un sourire légendaire, mais un fruit éclatant de fraîcheur auquel toute bouche assoiffée aurait voulu mordre jusqu'à l'extase. La poésie, ça a été ma première expérience de l'écriture, n'est-ce pas? J'écris un poème qui est très connu en Haïti, qui s'appelle Face à la nuit. Face à la nuit. Face à la nuit, déjà. Eh bien, je l'ai écrit d'un soir, au bout d'une table. J'avais ma fiancée, la sœur de Becker, qui était ma fiancée, Adeline, que j'ai jamais oubliée, qui était au bout de la table, n'est-ce pas? Qui me regardait, une très jolie fille, n'est-ce pas? Et j'ai écrit ce poème, plusieurs pages, et on n'a rien changé, je l'ai donné comme ça. Mais ça, c'est un jour de fête, c'est extraordinaire, peut-être parce que j'avais Adeline en face de moi. Mais toi, par exemple, quand tu travailles, raconte-nous un peu comment tu travailles. Ouais, je suis un artisan, je ne suis pas un écrivain inspiré qui monte, Non, c'est une idée romantique de l'écriture, celle de l'écrivain inspiré. Peut-être qu'il y en a comme ça. Je pense qu'Alexis avait une grande facilité de création. Moi, je crois qu'Alexis écrivait vite, il faisait peu de corrections. Aragon aussi, c'est quelqu'un qui, du premier coup, il pouvait écrire 6 pages, sans rien changer, ni une ligne, un mot, ni une virgule, n'est-ce pas? Ça, c'est des êtres très privilégiés, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres, comme la plupart, qui sont des artisans, qui corrigent. Moi, je fais une page, je ne peux pas avancer si je n'ai pas le sentiment que c'est achevé. Donc, parfois, je reste 2-3 jours sur une page. Combien de gels tu as? Combien de corrections? Oh, ça dépend. Parfois, j'écris 30 fois une page. Je travaille beaucoup. J'ai un très bon éditeur qui est très exigeant. Le Gallimard, c'est impossible, vous comprenez. Il faut que ce soit... Sinon, vous ne l'acceptez pas si vous ne faites pas ça. Au Goufférail, nous vivons obsédés de magie noire. Nous avons la bouche écumante de malédiction. Mais dans nos veines circule un grand courant de résignation. Nous ne sommes plus des lois debout comme avertières. Nous sommes des volcans aux ailes séniles. Nous sommes des dieux fatigués. Il n'y a plus de lance-flammes dans nos actions. Nous sommes une liturgie qui ne sait plus faire explosion. Nous sommes une forêt de fétiches impuissants, et nos totems ne savent plus se servir du feu. Nous sommes un tas de vieilles tours bavardes. Nous sommes des fabricants de statues. En 2005, il effectue un bref voyage en Haïti, dont il fait le choix de s'éloigner pour toujours, en ne cessant de réinventer sa ville natale, Jacmel, et de réfléchir sur le pays et son histoire. Il publie « Comment appeler ma solitude » et « Non-assistance à poète en danger ». Fini les safaris érotiques, il continue néanmoins de construire sa cosmovision ludique et hédoniste et à élever les plaisirs sexuels en dons divins. Et comme j'étais porté sur les femmes, donc vous imaginez, quelqu'un comme moi qui tombe au Brésil, c'est le paradis. C'est le paradis. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai tourné le dos à l'érotisme, n'est-ce pas? J'écris sur l'érotisme, mais je n'ai plus d'aventure érotique. Ça fait longtemps, quelques années, que je ne m'occupe plus de femmes. Je pense que c'est sage, quand on arrive dans ces vieux jours, quand on a été comblé, qu'on a eu beaucoup de femmes que j'ai aimées, qui m'ont aimé. J'ai un livre que je prépare qui s'appelle 36 femmes pour un été indien. Quand je rencontre une femme, je m'intéresse à elle, pas seulement pour son corps, mais pour sa langue, pour sa façon d'être, pour sa culture. Sans mensonge, sans conquête. Je n'ai pas été un conquérant de femmes. J'ai toujours essayé d'établir avec elles des contacts de tendresse, de complicité, de confidence, de peu à peu, pour arriver à l'acte physique que pour moi, c'est ce qui a remplacé le sacré.
parce que j'ai eu une enfance très religieuse, une adolescence aussi, j'étais très proche de l'église. Et à un moment donné, j'ai renoncé au sacré, comme les chrétiens le conçoivent, pour déplacer la notion du sacré vers la femme. Pour moi, l'acte sexuel relève du sacré. Parce que cette rencontre peut avoir, un homme et une femme, on est habillé, on est distingué, on a un masque et tout, et puis brusquement, quand on se trouve nu avec un être comme ça, que tout change, qu'on est dans un émerveillement, pour moi, c'est l'heure du sacré par excellence. Fesses, phare merveilleux qui tourne autour de nos vagues intérieures. Jambes, herbe sauvage qui adore marcher dans nos entrailles mêmes. Je chanterai aussi la première des céréales, l'été le plus glorieux de la chair, le sexe de la femme. Je chante l'orchestre où triomphe le dimanche du corps de la femme, le trône du sel marin, l'élément où se réveille notre innocence pour nous couvrir de gloire. Le porno, c'est mon ennemi personnel. Quand j'entends parler de pornographie, je sors mon revolver. N'est-ce pas? Parce que il y a dans le porno une sorte de dégradation de la femme. N'est-ce pas? On considère vraiment la femme comme un objet interchangeable d'une femme à l'autre. Je chante toutes les femmes que j'ai franchies avec les 1000 rames de mon innocence. Toutes les femmes que j'ai aimées à grands cris de bon soleil dans la nuit. Toutes les femmes qui ont donné leur rive heureuse à mes flots. Oh, toutes les femmes qui ont réinventé ma fraîcheur et ma joie et donné à ma vie la force de chercher sans fin la lumière. J'ai vécu dans l'intimité de femmes japonaises, de femmes vietnamiennes, brésiliennes, une argentine, une chilienne, une cubaine, sans parler des haïtiennes. Ça a été mon aventure secrète, passée inaperçue, on ne sait pas même. Comme j'ai habité une cité universitaire dans ma jeunesse, j'avais le choix, l'embarras du choix. Donc je m'arrangeais dans les bals de la cité universitaire d'avoir des liaisons avec des filles en fonction de leur culture, pas en fonction de leur beauté, n'est-ce pas? Ce qui faisait que je passais de la suédoise à l'italienne, à la bosniaque, à la bulgare. Le plaisir vient en plus. En plus, il y a du plaisir après tout. C'est la multiplication du plaisir, vous comprenez? Le plaisir n'est pas lié seulement à une sensation ou à des propos, mais à la connaissance d'un monde qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas la femme japonaise. La première fois qu'une femme japonaise a enlevé son kimono, son truc, devant moi, ça a été un éblouissement. Ou une hindoue. Quand une femme hindoue enlève son sari, la fête commence déjà. Ma tempête d'hommes raconte à ta tempête de femmes des légendes somptueuses, où tout est bon, savoureux, authentique et fou. Et je te prends, te baise, te transforme, je te taille dans le bois, le marbre, le feu. Je te taille dans la soie et le papier et dans l'étoffe la plus lumineuse du cri. Je n'étais pas un coureur de jupons, parce que j'ai pas fait ça systématiquement. Tu te sentais un Casanova? Non, parce que Casanova fait de la comptabilité. Le libertin, la Casanova, c'est un homme qui fait de la comptabilité. Il veut posséder le plus de femmes possible. Moi, je n'ai pas voulu posséder le plus de femmes possible, mais le plus de culture possible au lit. Don Juan? Donc, non, parce que le Don Juan est un malheureux. Le Don Juan est un mystique. Le Don Juan est inconsolable. Il croit toujours qu'il y a un plaisir plus grand qu'il va. Moi, j'ai jamais vécu. C'est affreux, mystique. Le Don Juan finit au couvent. Cette recherche du sacré, n'est-ce pas là une autre forme de mysticisme? Mais c'est un sacré laïcisé. Je laïcise le sacré en introduisant dans la sphère érotique. C'est un effort de laïcisation du sacré. Je sors le sacré de ses origines religieuses, mystiques, pour le laïciser dans le plaisir, dans la connaissance. C'est ça que j'appelle mon érotisme solaire. C'est-à-dire que c'est pas associé au chagrin. René, le joyeux libertin? Un libertinage jubilatoire, je veux bien, ça c'est une bonne définition, n'est-ce pas? J'appelle ça du géo-libertinage en plus. C'est-à-dire, j'associe
l'acte d'amour à la joie de vivre. Comme disait Hölderlin, le grand poète allemand, il faut habiter poétiquement la terre. Il faut pour commencer par l'ABC de cette habitation poétique de la terre, commence avec la femme. Antiféministe, coupable de machisme. Voilà un mot qui est exclu de moi, de ma vie, c'est la notion de culpabilité. Et j'ai toujours essayé d'être le plus loyal, le plus conséquent, respectueux. Mais pourtant tu as été marié, comment tu étais? Oui, mais j'ai eu des moments. J'étais marié, j'étais longtemps parfois à ne pas être marié, entre mes mariages, n'est-ce pas? Donc j'ai eu le temps, quand j'étais étudiant, des années, de faire le tour de la question, parce que j'inondais toutes les rives, comme je disais, Alexis, on riait beaucoup. Alexis aimait bien ce côté de chez moi, on en parlait. Je faisais du sport, je partais au ski, j'étudiais, je fréquentais la bibliothèque, mais d'une façon désespérée, n'est-ce pas? On trouvait le temps pour tout, si on organise bien sa vie. J'étais un homme systématique. Et les gens étaient surpris, parce qu'on pensait que j'étais un épicurien. Non, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne passais pas de mauvaises nuits. J'étais un homme d'une grande austérité, ce qui déconcertait les gens. Je savais que cette vie, c'est notre vie éternelle. J'ai eu le sentiment très vif quand ma rupture avec le catholicisme, qu'on ne pouvait pas manquer, c'est ça, cette idée de Nietzsche, que cette vie c'est la vie éternelle. Même s'il y a une autre vie dans la foi qu'on peut avoir, n'est-ce pas, ce ne serait jamais une répétition pure et simple de ce qu'on a vécu ici. Donc, de quelque manière, nous sommes en train de vivre notre vie éternelle, et on n'a pas le droit de manquer une vie éternelle. On est par nature dans l'inachèvement, puisqu'on doit mourir. Chaque mort est le signe de l'inachèvement d'une destinée bien précise, concrète, n'est-ce pas? Et montre qu'on est vulnérable, mais les hommes ne veulent pas l'admettre. C'est la tombée du jour sur mon balcon. Ma propre mort est en face de moi. Nous voici bavardant à voix basse, comme deux oiseaux sur la même branche verte de l'infini. Dans les yeux de ma mort, je vois s'éloigner un long train de nuit. Ma jeunesse est sa fumée, mes amours sont des mouchoirs agités par des mains de rêve. Nul n'est encore un homme tant qu'il n'a pas vu une fois au crépuscule sa propre mort à ses côtés pleurer de joie face à la beauté du monde. Je suis dans une familiarité incroyable avec la mort, peut m'arriver à n'importe quel moment. Chaque soir, je me dis, bon, c'est peut-être la dernière nuit, je suis tout heureux d'être vivant le matin, mais d'arriver dans la grande vieillesse avec le plus de grâce, de sagesse, de discrétion possible. Le poète a enfin choisi sa route. Par ce matin, où il y a des flamboyants dans tous les yeux, il a pris sa revanche contre la tête hideuse du monde. De toute sa colère empruntée au vent d'août, il a fracassé la boîte osseuse de ce siècle fou.